Salam alaikum, bonjour. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons donc passer sur les équations et les inconnues d'un problème de calcul de structure. Bien sûr, on va présenter juste l'essentiel, c'est-à-dire le résumé, le strict résumé du cours que vous avez pour les copier ou que vous allez trouver aussi sur les livres. D'accord? Voilà, donc on commence. Calcul des structures élastiques, bilan des inconnus et des équations. Donc, les inconnus des calculs des structures, les éléments donc, qui rentrent en jeu dans le calcul des structures, et premièrement, il y a les tenseurs. Le tenseur de contrainte. Donc, le tenseur de contrainte représente l'état de contrainte en un point d'un solide et dans un repère bien déterminé. Par exemple, ici, dans le cas d'un repère cartésien x1, x2, x3, le tenseur de contrainte quelconque qui représente en un point quelconque de ce solide est le suivant. Vous voyez que le tenseur il comprend 9 inconnus, 9 variables, qui sont les sigma 1, 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3, etc. Ce sont des contraintes donc, de traction, si vous voulez, et les contraintes de cisaillement. Ce tenseur a une propriété de symétrie qu'on peut montrer à partir des équations d'équilibre des moments. C'est-à-dire que sigma j égale à sigma j, ce qui réduit le nombre de variables à 6. Voilà. Passons maintenant à une petite démonstration. On va chercher par exemple à écrire l'équilibre des moments suivant l'axe Z. Si je prends donc mon solide, voilà, et je modélise la répartition des contraintes selon les trois faces principales d'un cube. Donc ici, je prends donc un élément de volume cubique de côté dx1, dx2 et dx3 selon les trois directions du repère. Voilà donc la représentation des contraintes sur les faces se représente comme suit. Donc suivant l'axe x1, j'ai sigma 1 et sur la face, les contraintes tangentielles sont sigma 1, 2 et sigma 1, 3. Sigma 1, 2, ça veut dire que la face de normale x1 et la contrainte, il est parallèle à x2. La même chose ici, la contrainte de cisaillement sur la facette de normale x1, c'est-à-dire x, est parallèle à x3, et ainsi de suite sur les autres faces. Maintenant, je vais écrire l'équation d'équilibre des moments suivant l'axe x3. Suivant l'axe x3, les moments non nuls sont le moment de sigma 1, 2, d'accord, qui vient donc de la contrainte, qui résulte de la contrainte sigma 1, 2 par rapport à x3, qui est égal à sigma 1, 2 fois ds1, ça donne donc df, c'est-à-dire l'élément de force, sigma 1, 2 fois ds1, c'est l'élément de force, fois le bras de levier. Le bras de levier, c'est la distance dx1. Donc dx1, la distance de la force du bras de levier par rapport à l'axe, c'est dx1. Et ici, j'ai sigma 1, 2 fois ds1, c'est df1, c'est-à-dire l'élément de force. Donc la force, le moment de sigma 1, 2 par rapport à x3, donc ça va donner sigma 1, 2 fois d de s2, ici, de cette surface, fois d de x2. Donc le bras de levier est égal à d de x2, c'est cette distance de là à là. Sachant que ds1 est égal à dx2 fois dx3, c'est égal à dx2 multiplié par dx3, et d de s2 est égal à d de x1
fois d de x3 égale à d de x1 fois d de x3. Donc, je vais écrire donc sigma 1, 2 égale à d de x2 fois d de x3 dx1 et moins sigma de 1 dx1 dx3 dx2. Voilà, ici j'obtiens le volume. La contrainte, donc voilà, le volume est homogène à un moment. Je simplifie, puisque dans le cas général, aucun de ces termes-là n'est nul. D'accord? Donc il reste, la seule condition, c'est que sigma 1, 2 égale à sigma de 1. Et ainsi de suite pour sigma 1, 3, ici égale à sigma 3, 1, et sigma de 3 égale à sigma 3, 2. Ok? Je vais faire une petite correction ici. Donc, on réduit maintenant, voilà, donc le tenseur de contrainte se réduit à 6 variables. Les vecteurs qui sont relatifs à la contrainte, il y a principalement le vecteur contrainte. D'accord? Donc, le vecteur contrainte, on a point M d'une surface de normale N. Donc, le vecteur contrainte qui dépend du point M et de la normale N à la surface. Ce vecteur contrainte, que j'ai noté ici, grand T, d'accord, se décompose en une composante normale N, d'accord, et une composante tangentielle tout. Donc la composante normale, elle est selon la normale de la surface, et la composante tangentielle, elle se décompose en deux composantes. Taux 1 suivant T1, c'est-à-dire, et taux 2 suivant la verticale T2. Voilà donc ici la décomposition du vecteur contrainte dans le repère local à une surface, en un point d'une section. La résultante des forces et des moments en un point. Voilà deux autres vecteurs qu'on peut encore calculer à partir des tenseurs de contrainte. La résultante, c'est égal à l'intégrale sur la surface de Tmn fois ds. Et la résultante des moments est égale à OM vectoriel Tmn ds. Voilà, le calcul, pourquoi ce calcul, il est très important et très utile. Il est utile pour déterminer le tenseur statique dans une section, c'est-à-dire de chercher par la suite les sollicitations de la section. Donc, à partir des tenseurs de contraintes, si je calcule les contraintes, je calcule par la suite la résultante des forces dans la section et la résultante des moments dans la section. Je peux en déduire la sollicitation à laquelle elle est soumise ma section, c'est-à-dire à la rotation, à la torsion, à la flexion, à la traction, au cisaillement, etc. Donc, ça va me permettre de déterminer le tenseur statique. L'équation d'équilibre. Donc, à partir du tenseur de contrainte, je peux calculer la résultante des forces, la résultante des moments et déduire la sollicitation à laquelle est soumis le solide dans la section considérée et au point considéré de la section. Ok. Deuxièmement, à partir des tenseurs de contrainte, je peux écrire maintenant les équations d'équilibre. Les équations d'équilibre, ce sont l'équation d'équilibre, elle me donne trois équations qui me permettent de déterminer les inconnus sigma et j, c'est-à-dire les inconnus. Parfois, je ne connais pas toutes ces inconnus, des sigma et j, quelques sigma et j sont inconnus. Et pour les connaître, l'une des équations que je peux utiliser pour les déterminer est les équations et d'écrire les équations d'équilibre. Les tenseurs de déformation. Donc, nous avons vu le tenseur de contrainte, maintenant on passe au tenseur de déformation. Donc, à chaque contrainte correspond une déformation. D'accord? Donc, le tenseur de déformation, il comprend aussi 9 composantes. Voilà, ici sont les composantes
de dilatation linéaire. Et ici, les cisaillements. Voilà, les tractions, les cisaillements. De par la même chose, donc le tenseur de déformation, il est aussi symétrique par cette définition. Donc le epsilon ij égale 1 sur 2 d rond de i sur d rond de ij plus d rond de ij sur d rond de xi, ceci dans le cas des petites déformations, lorsque je néglige les éléments de second ordre. Voilà, donc pour récapituler, donc les vecteurs, donc les tenseurs, nous avons tenseur de contrainte et tenseur de déformation. Concernant les vecteurs, nous avons le vecteur déplacement, le vecteur force et aussi le vecteur moment, et le vecteur contrainte dans une section. Je passe maintenant à la loi de comportement. Donc un solide se comporte suivant 3 phases. La loi de comportement comprend 3 phases. La première phase, c'est la phase élastique réversible. D'accord? C'est la phase d'élasticité. La deuxième phase, si je continue donc à appliquer, à augmenter la force, c'est la phase irréversible. Voilà, je vais seulement dans un seul sens. Si je relâche, le solide ne reprend pas sa position initiale, bien son état initial de déformation. Il continue à se déformer, mais si je relâche, il ne revient pas à la position, à l'état initial. Par contre, dans le domaine élastique, le solide, donc il peut revenir à l'état initial de déformation. Si je continue, voilà, après donc la force maxi, viendra donc par la suite, il y a donc la rupture. Et le solide donc va se casser. Nous étudions seulement ce stade, le stade de l'élasticité linéaire. Donc l'élasticité linéaire, elle est exprimée par la loi de Hooke, qui donne donc une équation, une relation linéaire, F égale à K fois delta L, qu'on peut calculer en fonction des modules Young et de la surface, etc. Donc vous avez donc les formules. Ou sigma égale à E fois epsilon, que vous connaissez très bien donc en résistance des matériaux. Maintenant, on va aborder la notion de linéarité géométrique et linéarité physique. On parle de linéarité géométrique lorsque le tenseur de déformation est linéarisé, lorsqu'il n'y a pas d'éléments non linéaires dans le tenseur de déformation. D'accord? Il n'y a que des éléments d'ordre 1. C'est une relation linéaire. Et lorsque la relation de comportement est aussi linéaire du point de vue mathématique, c'est-à-dire de la forme y égale à ax plus b, ou sigma égale à e fois epsilon par exemple, dans ce cas-là, on parle de linéarité physique. Donc on parle de linéarité physique lorsque la loi de comportement des matériaux s'exprime par une relation linéaire. Dans le cas de présence de linéarité géométrique et linéarité physique de point de vue simultané, le problème donc est classé comme linéaire, et là on fait appel à la théorie de l'élasticité linéaire dans le cas de calcul des structures. Voilà, la loi de Hooke, c'est la loi qui permet donc, qui représente le comportement élastique linéaire des solides. Alors, de point de vue donc mathématique, je représente le comportement élastique linéaire par cette équation, c'est-à-dire la déformation en fonction de la contrainte, ou inversement, la contrainte en fonction de la déformation. Et ici, vous voyez donc très bien, on voit l'utilisation du module Young et du coefficient de Poisson comme caractéristique mécanique. Donc, dans le calcul élastique linéaire, nous avons besoin de ces deux constants. Parce que vous travaillez sur le logiciel, donc les propriétés mécaniques à rentrer sont le coefficient de Poisson et le module Young. Donc, au total, si je compte donc le bilan des inconnus, j'ai 6 inconnus introduits par le tenseur de contrainte.
Le tenseur de déformation introduit 6 inconnus. Le vecteur de déplacement, 3 inconnus. Au total, 15 inconnus. Pour les résoudre, il me faut 15 équations, un système de 15 équations. Les équations disponibles sont l'équation d'équilibre, il fournit 3 équations. La loi de comportement, il fournit 6 équations, c'est-à-dire des contraintes en fonction de déformation ou l'inverse. La relation déformation-déplacement fournit 6 équations. Au total, j'ai 15 équations. Donc, un problème d'élasticité linéaire dispose de 15 équations et de 15 inconnus. Donc, c'est un problème soluble analytiquement et manuellement.